me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les pipes, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Ah, vous savez, les pipes, les zips et le trip. Il n'y a pas que ça qu'il a perdu. Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de Bip Zip Trip, un podcast que je partage avec mon frère Benjamin qui se trouve au Québec et que nous avons créé pour discuter de ce qui nous rassemble, notamment les films qui nous ont vu grandir. Le premier épisode portait sur le film La folle histoire de l'espace, parodie de Star Wars et duquel vient le nom de ce podcast. Bonjour Benjamin. Coucou. Coucou. Comment il va depuis la dernière fois? Très bien, écoute, j'avais planté il y a quelques semaines déjà un petit jardin sur mon balcon. Ouais. Et j'ai les radis qui poussent, et je suis très content. Ah, génial. Moi, c'est des tomates cerises. Ah, tu fais pousser des tomates cerises? Les parents, il y a un jour où je suis rentrée du travail et les parents m'avaient posé un pied de tomates cerises sur ma terrasse. Ouais. Et ils poussent, mais à une vitesse pas possible. Wow. Donc Wow. j'ai plein de tomates, mais pour l'instant elles sont toutes vertes. Mais j'ai des tomates cerises. Ok. Est-ce que tu considères que tu as la main verte? Je peux pas dire encore. Quand j'aurai goûté mes radis, peut-être que je pourrais te dire. T'as jamais eu de plantes à entretenir ou quoi? La seule que j'ai eue, c'est celle que m'avait offert un pote juste avant que je parte. Donc en fait, Ah oui. c'est les parents qui s'en occupent là. De la Elle est morte. Ah. Tu parles de la grosse plante qui prenait de la place, ouais, là? elle était très belle avec des, oui. des plantes bien grasses là. Je sais même pas elle ce que prenait c'était. énormément de place. Après, Ouais. elle a un peu arrêté, je crois. Ils ont essayé de la sauver. Mais la dernière Ouais. fois, ils m'ont donné un pot pour mettre mes tomates cerises, du coup. Et ils m'ont dit, c'est celle de la plante de dead. Je pense qu'elle est dead. Ok. Désolée pas de te bien la grave. prendre comme ça. Non, ça va, c'est des choses qui arrivent. Et toi, comment tu vas? Ça va. Pudux au niveau des élections. Ah, bah oui. Voilà. Bah non, mais c'est clair, je suis ça de loin, mais je suis en boucle dessus, moi aussi, mais... On verra ce que ça donne. On retourne voter fin juin. Sinon, quoi d'autre? Je dois dire que le réalisateur de Mental a reposté ma story, donc je suis un peu refaite. Oui. C'est l'événement de ma semaine. C'est ça. Comment tu te sens à la mise en... Tu sais, parce qu'on n'était pas certain de mettre sur les réseaux ce podcast-là. Ouais. Du temps qu'il n'y a pas trop de monde, je fais comme si c'était pas là. Et puis, après, peut-être que le jour où c'est des gens qui nous connaissent, qui écoutent, je vais peut-être être un peu en PLS, mais c'est pas grave. Ouais. Écoute, Assumer. on va tenter ce deuxième épisode en étant... Ouais. En essayant de faire... de s'améliorer, quoi. Tu veux qu'on parte sur le film? Ouais. Je te laisse y aller sur la suite. Aujourd'hui, on se penche sur un autre film de notre enfance, dont le DVD avait sa place attitrée dans le tiroir des DVD. Ce film, c'est Bruce Tout-Puissant. Il a été réalisé par Tom Shadyac et sorti en 2003. Dans les acteurs, on retrouve Jim Carrey, Morgan Freeman, Steve Carell et Jennifer Aniston pour les personnages principaux. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé du film ? Donc oui, pour faire un résumé un peu plus conséquent, on a Bruce Nolan qui est journaliste dans la ville de Buffalo. Pour le moment, il ne couvre que des sujets, on va dire, légers, familiaux, qu'il a le don de rendre franchement drôle grâce à sa personne excentrique, son énergie et ses bons mots. Cependant, il ambitionne le 20h. Le présentateur historique part en retraite et son nom, ainsi que celui de son concurrent Evan Baxter, joué par Steve Carell, sont mentionnés pour le remplacer. Les deux prétendants nourrissent une forme de rivalité, mais l'aspect clownesque de Bruce est à son désavantage. À côté de ça, Bruce, il se considère comme un malchanceux, il est persuadé d'avoir la pire des vies possibles et est certain que Dieu se fout de sa gueule. Ça empire le jour où, en plein direct, il apprend qu'Evan Baxter sera le remplaçant du doyen, il pète un câble en direct et se fait virer. Il pique sa crise égoïste devant sa copine et s'en prend à Dieu encore une fois. Dieu répond à son appel, l'invite à prendre sa place pour un temps, histoire de prendre quelques vacances. Bruce se retrouve alors avec tous les super pouvoirs possibles et imaginables, l'occasion pour lui de rendre sa vie plus belle, se réconcilier avec sa copine et prendre la place d'Evan à la présentation du 20h. Au départ, il a une vie de merde, et il trouve ça très injuste. En fait, il a pas une vie de merde, il considère avoir une vie de merde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il voit pas ce qu'il a de bien, quoi. Enfin, je veux dire, il est avec sa copine dans un chouette appartement, il a un travail qui pourrait lui plaire, mais juste, en fait, il vise toujours plus et
c'est l'éternelle victime qui Ouais, pense c'est que ça va mal. Le pessimiste. Ouais. Le C'est pessimiste surtout, quoi. Donc joué par Jim Carrey qui en fait des caisses, qui s'amuse avec les grimaces, avec les mouvements de corps. On est dans du cartoon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce film qui m'a fait découvrir Jim Carrey et son style cartoon, justement. C'est clair. Je sais pas ce que t'as pensé en revoyant ce film-là. Est-ce que t'as apprécié ce nouveau visionnage du film? En fait, ce film, on l'a beaucoup vu, mais j'ai l'impression que c'était sur une période. Et du coup, je pense que j'étais encore petite. Il y a un moment où il dit oui à toutes les prières de tout le monde. Et Oui. Ça, je crois que je l'avais pas saisi. Et c'est de là, en fait, que ça part un peu en live dans le monde, Oui. quoi. Oui, Et oui, oui. autant j'avais bien saisi que le fait qu'il rapproche la Lune, ça avait fait des catastrophes naturelles. Mais, Oui. mais le reste, les histoires de tickets de loto, je l'avais pas en tête. Et du coup, j'avais l'impression de le découvrir. Pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui nous écoutent, je veux juste essayer de faire une forme de replacer ça dans le contexte. Ah Parce oui, que t'as vas-y, parlé ouais. rapprocher la lune, dire oui aux prières, c'est ça. Quand il prend la place de Dieu, lui, il se retrouve donc avec les super pouvoirs. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment, il entend les prières des gens dans sa tête. Pour essayer de s'en débarrasser, il dit oui à toutes les prières des gens. Tout le monde a son vœu qui est exaucé. Et ça devient le bordel, c'est ça. Tout le monde a gagné au Oui, c'est loto. ça. Parce qu'en fait, finalement, lui, il voulait s'en débarrasser en disant oui, ou alors il voulait faire des choses pour se satisfaire lui-même. Mais en fait, au final, chaque acte qu'il va avoir des répercussions, mais pas que sur lui, mais sur le monde entier. Ouais. Et donc c'était pas mal de redécouvrir ça. Après, je me suis rendu compte que quand même chaque scène a un truc culte quand même. Mais je pense que c'est parce que c'est Jim Carrey. Et juste son corps et sa gestuelle sont un personnage à eux tout seul. Et c'est assez dingue, ouais, comme jeu. Et après, Jim Carrey, je connais pas trop. Je crois que j'ai pas trop vu sa filmographie à part Eternal Sunshine. Je sais pas si j'en ai bien d'autres. Enfin, tu vois, j'ai pas... Ok, tu connais. Non, mais c'est clair que oui, on a été élevé avec Bruce Tout-Puissant, mais on n'a pas vu grand-chose de lui. Tu vois, Non, même ouais, Eternal mais... Sunshine, ça a été à regarder plus tard, quoi. C'était tard, ouais. Ouais. Certes, Jim Carrey fait toujours un peu la même chose, tu le vois, même sans avoir vu sa filmographie, quand tu le vois en interview ou quoi, il a toujours un peu la même gestuelle, les mêmes mimiques. Et donc je sais pas si le voir dans tous les films avoir cette gestuelle et ces mimiques, je sais pas si ça me plairait. Au bout d'un moment, tu sais, je dis bon ben, fais autre chose, quoi, tu vois. Mais vu que moi je l'ai vu que dans Bruce Tout-Puissant et je pense Eternal Sunshine, ça me gêne pas de voir Jim Carrey. Enfin, ça me gêne pas. Okay. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais... Oui, je comprends. C'est genre, t'es pas blasé de Jim Carrey quand tu regardes Bruce Tout-Puissant. C'est ça? Ouais, pour moi, c'est plus Bruce que Jim, en fait, ce que je vois. Vu que j'ai grandi qu'avec cette image-là. C'est normal, étant donné que moi, en revoyant le film, là, je me suis dit, le film est vraiment taillé pour Jim Carrey. Je prends en exemple la scène où il se retrouve à imiter Clint Eastwood, là. Et dit, moi, si je suis Dieu... Si ce gars-là c'est Dieu, moi je suis Clint Eastwood, et puis paf, son visage devient Clint Eastwood, et je sais que tu peux trouver des vidéos dans les années 80 de Jim Carrey qui fait des imitations, et il fait notamment l'imitation de Clint Eastwood à merveille. Mais tu vois que dans le scénario du film, ils ont dit, vu que Jim Carrey sait faire Clint Eastwood, on va faire ce gag-là parce que, voilà, tu vois, ce film sert Jim Carrey. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ok, on a Jim Carrey, on va l'utiliser à 100%. Mais voilà, et c'est magique. Oui, c'est magique. Et en même temps, moi, je te dirais que je suis partagé. J'ai revu le film. Je sais que quand j'étais gamin, il me faisait absolument rire. Mais je l'ai revu là. C'est clair que j'ai passé du bon temps. C'est toujours un plaisir de voir Jim Carrey. C'est vraiment un clown. Je repense à la scène de la cuillère. Il demande... mais ouais, j'ai encore explosé de rire. Ouais, mais juste... C'est pareil. Enfin, en fait, donc pour expliquer cette scène, donc il vient d'avoir les pouvoirs, il est un peu déstabilisé, il se dit, il va se poser dans un café histoire de se remettre un peu les idées en place. À un moment, il se retourne vers un client du café et il dit, excusez-moi, est-ce que vous auriez une petite cuillère? Mais il finit pas le mot petite cuillère. En faisant peu, ça... Pardon. Non, mais bon, en y repensant, c'est toujours la scène la plus drôle parce que, c'est ça, la cuillère lui sort de la bouche, en fait. Ouais, c'est ça, il y a le Excusez-moi, vous n'auriez pas une... Excusez-moi, vous auriez une... C'est bon, j'en ai trouvé une. Mais je crois que je t'avais déjà envoyé une capture écran de ce moment, mais donc quand il a la cuillère qui sort à moitié de sa bouche, il y a juste... Mais il y a son regard qui bouge pas,
et il est bloqué sur le client à qui Je vois très bien. Il regarde dans le vide. Il a les yeux qui regardent en l'air. Non, c'est ça. Il a les yeux qui regardent un peu en l'air et il récupère la cuillère avec ses deux bouts de ses petits doigts là. Probablement que cette scène-là reste la meilleure en entier. Tu vois, il entre dans le restaurant, il est complètement déstabilisé, il demande un café, on lui dit qu'on lui apporte une soupe à la tomate. Il est tout stressé là, il est pas encore ok sur le fait qu'il a des pouvoirs. Puis la dame, elle arrive avec une soupe rouge. Il partage la soupe en deux comme Moïse qui partage la mer rouge en deux là. Là, elle est chouette cette scène, mais pour le coup elle me touche un peu moins. Effectivement, moi, elle me fait pas extrêmement rire. Elle me fait pas rire comme la cuillère dans cette scène-là. Ouais, mais par contre, oui, l'idée est vraiment chouette de dire, ok, il a une soupe à la tomate, c'est la mer rouge devant lui, il s'amuse, c'est un gamin, quoi. Genre, il se prend pour Dieu. C'est le moment où il accepte que ça y est, il a les pouvoirs de Dieu. Il y a tout qui vole dans le resto, c'est tout. C'est une musique digne des 10 commandements ou d'un truc vraiment épique là, avec un bol de soupe. Et c'est ça où je dis que ce film-là, il parle aux gamins. C'est vraiment une histoire d'un enfant. Là, Jim Carrey, c'est un gamin. Mais oui, c'est ça en fait. Je le notais aussi dans les petits points que je m'étais noté par rapport au film, c'est que c'est un pur égoïste pendant 80% du film, mais il est aussi plein de légèreté en fait. Et c'est du coup peut-être la cause de son égoïsme en fait, c'est qu'il devient sérieux, mais que quand ça concerne lui, mais tout le reste, tout est léger pour lui. Ouais. Après, est-ce que c'est une histoire de film qui a maintenant un peu mal vieilli? Tu sais, je prends aussi l'exemple, maintenant je vais prendre l'exemple de Jennifer Aniston. Je trouve que son personnage à elle est vraiment ancré dans une époque. Maintenant que, tu sais, on est dans une libération, dans une pensée un peu plus féministe des choses. Jennifer Aniston, c'est quoi? C'est une femme qui veut le mariage, qui est avec un gros con et qui lui pardonne tout. Elle apprécie ce clown là qui fait des conneries. Elle l'attend constamment quoi. Elle accepte tous ses défauts. Oui, elle l'attend constamment. En regardant le film, il y a aussi eu le moment où je me suis dit mais c'est normal qu'une comédie parle d'un connard. C'est un peu le but même d'une comédie, c'est de révéler les connards et d'en rire en fait, que ce soit Molière tout ça, mais putain ça m'a dérangé quoi. Ça t'a laissé un peu un goût amer de revoir le film finalement. C'est ça. L'autre scène qui me faisait vraiment rire quand j'étais gamin et qui m'a encore beaucoup fait rire en ce moment, c'est la scène d'Evan Baxter. Quand il se foire sur le journal. C'est ça. Il est en train de présenter le 20h et Jim Carrey prend position de lui là et le fait dire n'importe quoi. Le Premier ministre de la Suède s'est rendu à Washington aujourd'hui et mes jolis petits tétons ont fait le tour de France. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Ouais, cette scène m'a énormément fait rire et je me souviens quand on montrait ce film à notre petit cousin aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de films pour enfants, mais on lui montrait celui-là en se disant bon, on ne prend pas trop de risques. Et je me souviens que c'est cette scène qui le faisait mourir de rire aussi. Donc, mais là, en le revoyant là, je l'ai revu avant-hier, il m'a fait de la peine en fait, Evan Baxter là, son concurrent du coup. Il m'a vraiment fait de la peine. Oui. J'étais là, il est vraiment fort cet acteur. Et après j'étais là, putain le personnage, le pauvre. Bravo les rolima. Dame la mañana fa fa. Pero la cara, malo que nunca. Somos la cara. À la fin, il s'arrête, il a une mini respiration de ça pue quoi, tu vois, c'est chiant et il m'a fait tellement de peine. Mais la scène qui m'a le plus fait rire et qui fait plus rire les enfants dans ce film-là, je pense que effectivement c'est Steve Carell quoi. Après c'est un duo des deux parce que tu passes sans cesse de Steve Carell qui est qui est sur son bureau de présentateur et qui effectivement dit n'importe quoi et il jongle avec Bruce qui est lui de son côté et tu le vois faire les mêmes mimiques pour faire en sorte pour jouer de ses pouvoirs là-dessus. Donc il y a vraiment un aller-retour entre les deux personnages, donc ça fonctionne pour les deux. Mais c'est vrai que finalement c'est Steve Carell qui a la voix sur cet extrait-là. Donc... Que voilà, c'est ça, t'as deux types d'acteurs qui s'affrontent. Ouais. Ça a été un coup de génie de les mettre tous les deux. Oui, carrément. Et ce qui est beau, c'est que donc Jim Carrey, il joue le personnage principal, donc c'est du Jim Carrey, il est incroyable et voilà, mais du coup on le voit tout le temps. Et Steve Carell, on le voit pas beaucoup
En plus, c'est Non. censé être un personnage qu'on n'aime pas, donc Ouais. voilà. Et en fait, au final, le moment où il nous fait rire, c'est sur une seule scène. Le reste du temps, on le voit peu, ou il est sérieux, ou Non, il c'est déteste. clair. Mm. Donc ouais, il est vraiment bon. Il arrive à percer l'écran sur ce petit instant-là, quoi. Une belle petite masterclass. Moi, je voulais parler des voix françaises. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'on a aussi grandi avec ce film en VF. Ouais. Mais je le trouve quand même fort sur toutes les expressions à la Jim Carrey. C'est quand il fait c'est l'horreur. Enfin, tu sais, il fait des trucs comme ça où je t'aime, Ouais. t'aime. Enfin, Ouais. je trouve ça C'est marche grand. trop. Enfin, Grand. C'est grand. 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 ça, pour le coup, c'est Oui. un truc que je dis souvent dans la vie quotidienne. C'est grand, mais Oui, ça me parle. Ouais, c'est Et quelque je chose qui sais- reste. Ouais. c'est ça. Même avec une pote, je sais pas si elle l'a vu d'ailleurs le film, mais ça arrive qu'on le ressorte. Et je savais que ça venait de Bruce Tout-Puissant, mais j'avais pas souvenir qu'il y était autant de fois dans le film. Oui, mais le grand, je le dis pas, mais je sais que ça m'arrive quand on se retrouve tous les deux. Elle dit, est-ce qu'on le dise? Ouais. Oui. C'est Ouais. ça. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, mais parce que je pense que ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu que du coup j'avais pas eu forcément ce déclic dans ma tête. Au tout début du film, donc il y a le running gag du chien qui fait pipi dans la maison. Ça, bon, je l'ai trouvé. C'est un peu lourd finalement dans le film, j'ai trouvé. Ouais. Ah ouais, mais il est C'est pas là vrai, pour être il a- subtil ce film. Hein. Non, ouais, c'est ça. En fait, ils ont un chien, lui et Grace, donc sa femme, Ouais. sa copine, qui, dès une des premières scènes du film, pisse sur le fauteuil qui est dans la chambre ou je sais pas où. Donc en fait, le but de Bruce, ça va être d'apprendre à son chien à pisser dehors devant la maison. Et en fait, ça Oui. revient plusieurs fois dans le film. Et une fois qu'il a ses pouvoirs, il apprend carrément à son chien à aller aux toilettes. Bon, Oui. voilà, ça devient Il esquive le problème et il Ouais. utilise ses pouvoirs pour aller faire pisser le chien dans les chiottes. C'est un gag facile, voilà. Moi, c'est un peu moins ma cam. Mais il y a ce truc, je sais pas si ça t'a fait pareil, mais la première fois où le chien fait pipi à l'intérieur, il le porte devant lui pour l'emmener dehors. Et le chien continue de faire pipi. Oui. Et ça m'a juste rappelé la fois Oui. où notre chat avait... Putain, tu vois, j'ai revu cette scène et j'y ai pas repensé, mais oui, Tu y as effectivement. pas pensé? Vas-y. Ah, c'est Bah non. drôle. Ah, mais je pense Pour que c'est remettre en- ancré. Mais vas-y. Oui, ouais. c'est ça. Pour remettre en contexte, il y a une paire d'années maintenant, on se regardait un film, donc tous les deux à la maison. C'était un soir, les parents étaient couchés. On nous, regardait le c'était film Signe. Signe. Ouais, Signe. Science. Ouais. Qui est quand même très sombre, quoi. Il y a pas de quoi rire, mais il y a une scène où Joaquin Phoenix pleure, Mel Gibson pleure aussi, les enfants de Mel Gibson viennent dans ses bras, et lui, il décide de consoler son frère, donc Joaquin Phoenix, en le tirant par le pull, mais la scène est un peu ridicule. Ouais, c'est parce que Joaquin Phoenix, il se retrouve avec le pull qui Ouais, c'est ça, qui l'emmène, quoi. il a l'épaule qui apparaît parce que l'autre il se fait tirer le pull. C'est ça. C'est ça. Et cette Oui. scène nous a fait rire. En fait, on s'est juste rendu compte que c'est un peu ridicule, mais c'est quoi? C'est à peine 2 secondes, hein, dans le film. C'est vraiment, c'est pas grand chose. Non, c'est ça. Et puis du coup, une scène triste parce qu'ils pleurent tous, ils sont en famille et tout ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rembobiné. Mais genre, je sais pas, je dirais 20 fois au moins. On s'est maté en boucle, cette Oui, scène. oui, c'est un moment où Et on en s'est fait, maté en boucle une scène, ouais. Et plus c'est on se la ça. matait en boucle, et plus elle était drôle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, en parallèle, il y avait notre chat qui était dans le fauteuil avec nous. Et elle commençait à miauler. Elle tournait en rond, on était là, mais tais-toi. Et en fait, on se repassait la scène en boucle. Oui. Le pauvre chat, on était là, mais tais-toi. Et Elle fouillait, allait dans les pots de fleurs. Ouais, oui, c'est ça. elle allait dans les plantes et tout. Et... et en fait, on continue le film. On continue de dire au chat, tais-toi, on regarde le film. Et à vraiment 10 secondes de la fin, elle se met sur son fauteuil et elle nous regarde droit dans les yeux et elle se met en posture pipi. Et là, on s'est regardé dans les yeux, on a dit « Ah merde !» Ouais, c'est ça. Elle a attendu plus d'1h30 avant de Ouais. dire, ok, c'est ça que vous voulez pas que j'aille pisser? Bah, écoutez. C'est ça, je réclame aller dehors, vous voulez pas m'ouvrir, bah tant pis pour vous. Et en fait, moi, mon réflexe, ça a été de la porter et de l'emmener jusqu'à l'extérieur, mais elle a fait exactement pareil que le chien dans Bruce Tout-Puissant. C'est ça. C'est qu'elle a continué C'est-à-dire, de faire pipi. effectivement, c'est exactement la scène qu'on voit dans Bruce Tout-Puissant. La différence est que, vraiment, moi, j'étais devant et je t'ai ouvert la porte, et j'ai vu la gueule du chat.
c'est pas la gueule qu'il y avait dans Bruce Tout-Puissant, là. Le chat était blasé, et sévèrement blasé. Genre, elle bougeait pas, elle pissait. C'est ça, c'était ma dernière option, vous m'avez pas écouté, c'est tant pis pour vous. On était obnubilés par ce film. Mais c'est ça, et surtout que si on n'avait pas repassé cette scène en boucle, elle aurait eu le temps d'aller dehors. Mais en fait, on s'est juste... Voilà, c'est le karma, quoi. Donc c'est un souvenir qui est quand même assez drôle. Et du coup, là, en revoyant cette scène dans Bruce, ça m'a refait penser à ça. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Parce qu'on n'avait jamais fait le rapprochement avec cette scène. Quoi. Ah non, clairement pas, parce que je pense qu'on n'a pas revu Bruce Tout-Puissant depuis le temps que... Non. J'ai une petite question. Est-ce que tu penses que Bruce Tout-Puissant est un film chrétien? Bah, visiblement, oui, quand même. Ouais. Ouais, je me suis posé la question, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est juste Dieu est là pour juste faire un objet avec lequel on peut jouer de la comédie, ou est-ce qu'il y a vraiment dans le fond une pensée chrétienne du réalisateur ou de l'écrivain, celui qui a fait l'histoire, quoi? Je sais pas trop. Mais je pense que dans un sens, oui, parce qu'il y a un peu ce truc de happy ending, parce qu'il finit par aimez-vous les uns les autres. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc... Ouais, aimez-vous les uns les autres, je dirais pas ça. Je dirais enfin, pas plus, ça, mais aider les uns les autres, quoi. Oui, ou repenser aux simples petites choses. Tu sais, quand à la toute fin, c'est le bordel partout, puis Dieu lui dit viens, on va balayer. Oui, donc après, est-ce que c'est chrétien ou pas, je sais la pas. Serpillière, Mais c'est vrai que c'est un truc, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas trop des films sur la religion. J'ai l'impression que c'est un truc très américain quand même, enfin, ne serait-ce qu'ils se croisent, ils se disent des voilà, des Dieu te bénisse, God bless you, et que nous, on se dirait pas en France, enfin, je crois pas, donc je pense qu'il y a un truc déjà ancré dans leur société. Oui, en fait, c'est assez juste ce que tu dis, je pense que t'as même pas mal raison. Maintenant que tu le dis, effectivement, probablement que Dieu est bien plus ancré dans leur société et que partir du postulat que Dieu existe et que Dieu, c'est ok, quoi. Il y a l'Amérique qui transpire dans ce film. C'est très, très américain. C'est l'Amérique des années 2000. Là. Bon, Bruce Tout-Puissant, est-ce que tu le conseilles ou pas? Ouais, il est quand même sympa et ça, je trouve que c'est une belle ouverture. Enfin, les gens connaissent Jim Carrey, mais je trouve que c'est une bonne vitrine pour Jim Carrey. Après, c'est vrai que j'avoue que je l'ai pas regardé du même œil que quand j'étais plus petite, mais j'ai quand même passé un bon moment, ma foi. Je le regarderai pas tous les 4 matins, mais... Et toi, tu le conseillerais? Ouais, je le conseillerais, même si je pense que certaines idées qui traversent ce film sont parfois un peu problématiques. Ouais, mais parce qu'encore une fois, sorti en 2003, donc ça fait 20 ans. Et en fait, je pense que c'est à travers les films qu'on se rend compte à quel point la société, elle change. Hein. Parce que tu vois des films qui te paraissent pas si vieux, et en fait, tu te dis, waouh, mais ça, Et ça, j'étais... ok, d'accord. Genre, ça passait au cinéma. Enfin, je trouve ça assez dingue. Comme le cinéma te montre à quel point la société, elle peut changer sur les idées. C'est des bons thermomètres de comment c'était avant, tu vois. Ça plante un petit thermomètre sur l'année, et c'est dit, bon, bah voilà. Ça, c'était acceptable. C'est ça. Et puis peut-être que dans 20 ans, on se dira, putain, en 2024, on sortait des trucs de style. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'es prête pour un petit jeu? Un petit Kevin Bacon game? Ouais. Je réexplique vite fait le jeu, histoire de mettre en contexte. Donc on essaye de relier 2 acteurs qui d'apparence n'ont rien à voir. On essaye de les connecter par les rencontres qu'ils ont pu faire sur les tournages qu'ils ont pu faire. En fait, c'est la théorie des poignées de main. Vas-y, choisis quelqu'un, toi. Franck Dubosc. Ok. Et moi, je vais te dire Emma Stone. Emma Stone. Ah, ça, c'est bien, ça. Franck Dubosc, il a joué dans Camping avec... comment il s'appelle? Mathilde Seigné. Mathilde Seigné. Il y a Mathilde Seigné dans Camping. Hein. Ouais. Ah ouais? Me semble que oui. Ok. Admettons. Mathilde Seigné, elle a joué dans quoi d'autre? Je sais qu'elle a joué dans Un jour sur 2 et la moitié des vacances scolaires, mais je saurais pas te dire avec quels acteurs. Franck Dubosc, sinon, il a joué avec Kev Adams. Ah oui, dans Fiston. Ouais. Ok. Donc, on peut partir sur Kev Adams. On se tente un Kev Adams Allez. Kev Adams, il a joué dans Ala 2 ou Aladdin avec pas mal d'acteurs, là, à ce moment-là. Ouais. Et qui il y a Debbouze. Il y a Eric et Ramsey. Parce que moi, il y a Audrey Lamy aussi. Moi, j'avais sinon, il joue dans Un sac de billes avec Christian Clavier et Patrick Bruel. Je sais pas si ça aide. Bah, tu peux y aller avec Un sac de billes avec Christian Clavier. Christian Clavier a joué avec Jean Reno dans Opération Cornet de Bif. Jean Reno a joué avec Nathalie Portman dans Léon. Ou Sirius Black, qui est Gary Oldman.
Gary Oldman. Et on va vers qui déjà? Emma Stone. Emma Stone. Bah, par exemple, elle a joué pas mal avec Ryan Gosling, elle a joué avec Steve Carell. Ouais, mais elle a aussi joué avec... Tu sais, dans Zombieland, là. Avec Woody Harrelson, c'est ça. Dernièrement, elle a fait Pauvre créature, mais je sais pas s'il y avait du monde connu avec elle. Bah ouais, il y avait... Oh, c'est dur à chaque fois de se rappeler le nom. Est-ce que vous avez une non, comment il s'appelle le bouffon vert. Ah bah oui, Willem Dafoe. Willem Dafoe. Attends, on en était où là? On en était à... En fait, on partait d'Emma Stone, du coup. Parce qu'il faut qu'on relie avec Nathalie Portman ou Gary Oldman. Gary Oldman, il y a Harry Potter, Emma Watson... Non, ouais, mais attends, comment... Rogue. Ouais. Oh, les nuls. Comment il s'appelle? Alan Rickman. Alan Rickman, ouais. Mais sinon, on peut y aller aussi avec celui qui joue dans Twilight, Robert Pattinson. Eh ben oui, et le Willem Dafoe. Non? Oui. On a pas dit qu'elle jouait avec Willem Dafoe. mais oui, dans Lighthouse. Ouais. Et après, Willem Dafoe, tu le rejoins avec... c'est bon. Est-ce que vraiment, il y a Gary Oldman dans Harry Potter 4? Eh ben dans le 4, il y est... il apparaît dans le feu et il donne des conseils à Harry. Ok, bah voilà. Voilà. C'est bon. Je sais pas s'ils se sont croisés sur le tournage, mais ma foi... ils ont joué dans le même film. Donc je te refais le truc. Ouais. Franck Dubosc avec Kev Adams dans Fiston. Kev Adams avec Christian Clavier dans Un sac de billes. Christian Clavier et Jean Reno dans... Opération Cornet de Bif. Ou Les Visiteurs, en fait. Ah oui. Jean Reno et Gary Oldman dans... Léon. Ah bah oui. Gary Oldman et Robert Pattinson dans Harry Potter 4. Pattinson et Willem Dafoe dans le truc du phare, là. Et Lighthouse. Et Willem Dafoe et Emma Stone dans... Pauvre créature. Et ben voilà. En tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 personnes avec Emma Stone et Franck Dubosc. Si des gens nous écoutent, si par exemple, je sais pas, un cousin et sa copine nous écoutent, ils peuvent nous dire s'ils ont trouvé mieux ou plus facile. Bah, après, en soi, si tu comptes en poignée de main, Franck Dubosc, Kev Adams, ça fait 1. Kev Adams, Christian Clavier, ça fait 2. Clavier Reno, 3. Reno Oldman, 4. Oldman Pattinson, 5. Pattinson Dafoe, 6. Et Dafoe Stone, 7. 7. Ouais, c'est vrai qu'on est arrivé aux 7 poignées de main. On est arrivé à 7, mais peut-être que certains arriveront à faire mieux. On pourra peut-être faire encore mieux à la prochaine fois, ou changer de jeu. On verra. Est-ce que tu as une petite carte blanche, toi? Quelque chose qui te tient à cœur? Ouais, je vais faire assez rapide. Je suis allée voir, il y a pas très longtemps, Les Trois Fantastiques. Au cinéma, et qui, ma foi, il paye pas de mine, mais moi j'ai passé un bon moment. Donc c'est un drame, c'est un film français réalisé par Michael Dichter, ou Dichter, je sais pas comment on dit, Dichter on va dire. Ok. Et dedans, il y a Raphaël Quenard, Emmanuel Berco et 3 jeunes, donc qui s'appellent Jean Devy, Benjamin Tellier et Maxime Bayeul. Donc je te fais le petit résumé, c'est Max, Vivian et Tom, 13 ans et qui sont inséparables. Ce début d'été est plein de bouleversements. La dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme tandis que Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Ces combines vont peu à peu entraîner les 3 adolescents dans une chute qui paraît inéluctable. Alors moi j'ai fait une séance solo. Donc c'est la fois où je suis arrivée au cinéma avec 10 minutes de retard, qui m'a dit c'est bon, la salle est quand même accessible, et que je suis rentrée, il y avait personne, c'était tout éteint, donc ils ont allumé le film que pour moi. C'est vraiment le rêve, ça. Ah, purée. Mais tu sais que ça m'arrive souvent, finalement, dans ce cinéma, parce que je vais pas forcément voir des gros films. Et du coup, c'est souvent que je suis toute seule. Là, pareil, la dernière séance, on était 2 dans la salle. Je trouve que c'est très agréable. Donc, j'ai bien profité de chaque scène. Et j'ai plutôt bien aimé. C'est un film qui traite de plein de sujets différents, qui développe quand même assez bien chaque personnage. Ça parle du retour du grand frère, Seb, qui est joué par Raphaël Quenard. Il y a une relation un peu d'admiration du petit frère vers le grand frère, mais du coup le grand frère commence un peu à faire le con, donc le jeune essaye de se distancer par rapport à ça et de sauver un peu la mise. Voilà, on parle aussi de la mère de ces 2 garçons, qui est dépressive, et du coup le plus jeune devient... la personne qui tient la maison, quoi. Il devient le père de sa mère, quoi. Ça développe aussi beaucoup l'amitié entre ces 3 jeunes, qui est assez belle. Ça parle d'un phénomène social, du coup, qui est la fermeture de l'usine. Et puis, ça parle aussi du harcèlement scolaire. Donc, c'était bien, ça a balayé pas mal de choses. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Je trouve que les jeunes, ils jouaient plutôt bien. Ils en faisaient pas trop, c'était pas mal. Et puis, ils sont, dans la justesse de leur jeu.
Alors, je me suis noté un argument. Et Raphaël Quenard, quoi. Oui, Raphaël Quenard. Mais qui joue Raphaël Quenard comme Jim Carrey joue Jim Carrey, non? Oui, mais ouais. Alors peut-être qu'un jour ça me saoulera, mais pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça m'aspire à chaque fois que je le vois. Ah non, mais il est impressionnant, ouais. Il est incroyable. Il fait peut-être partie de ces groupes d'acteurs qui sont un coup de poing quand ils arrivent dans la sphère du cinéma et qui s'essoufflent peut-être assez rapidement. C'est la question que je me pose. Est-ce que Quenard... Tu vois, j'ai vu par exemple, il y a un compte Instagram qui s'amuse à essayer de pitcher des films à la manière de Raphaël Quenard. Et je trouve ça vraiment drôle. Ils ont trouvé comment il parle, et c'est vrai qu'il parle toujours genre un peu type soutenu, pas de la cité mais rural, soutenu et rural. Mais après les médias se privent pas pour lui rappeler qu'il a une façon de parler bizarre. Alors lui du coup il en joue derrière parce qu'il a pu dire que sur le film Yannick il y a une des figurantes qui a dit mais c'est bien qu'il fasse jouer des acteurs handicapés en pensant qu'il était vraiment handicapé. Oui, donc lui tout à fait. voilà. Mais en même temps, les médias aussi, ils jouent un peu en mode mais il paraît que vous avez fait des études de chimie. C'est genre oui, mais c'est pas parce qu'il vient de l'Isère qu'il a pas le droit de faire des études de chimie. Enfin, tu vois, c'est un peu, je trouve. C'est clair. C'est un peu les Parisiens qui découvrent la campagne. Oui, on n'est pas trop cons en campagne. Et c'est vrai que pour l'instant, on le voit de partout. Donc peut-être que derrière ça va s'essouffler aussi vite, j'en sais rien, moi je lui souhaite pas parce que j'aime bien pour l'instant, mais je saurais pas te dire ce que j'adore, si c'est sa voix, si c'est ce côté un peu naturel franchouillard qui fonctionne, son corps, je veux dire la manière de se mouvoir, de bouger, tu sais il y a quelque chose d'électrisant aussi derrière ce gars-là qui a l'air d'être une pile ambulante. Enfin, en tout cas, dans Yannick, moi, j'ai vu que dans Yannick, j'ai pas vu d'autres films. Il a des rôles un peu plus posés. Là, je suis allée voir le dernier Dupieux et il fait moins électrique comme ça. Dans Je verrai toujours vos visages, il a un rôle aussi assez poignant. Bon, après, on le voit vraiment 2 secondes, mais il est fort. Il perce l'écran en 2 secondes, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et en fait, je trouve que son jeu donne l'impression que c'est improvisé, tu vois. Alors qu'en fait, il suit à la lettre le texte, enfin, de ce qu'expliquait un des acteurs de Yannick, je crois que c'était Pio Marmaille. Il disait que les premières scènes, il a été impressionné parce que Raphaël Quenard connaissait mais mot à mot à la virgule près le texte et qu'il l'avait tellement travaillé que du coup Pio Marmaille s'était retrouvé à dire ce soir faut que je travaille plus que ce que je pensais. Et en fait du coup tu sens que il maîtrise à fond le texte mais t'as l'impression que ça reste improvisé. Enfin c'est en ça que c'est beau parce que ça fait très juste du coup. C'est pas genre il connaît son texte et il le ressort comme ça. Mais tu vois je pense qu'en vrai Yannick ce que disait Dupieux c'est qu'il avait écrit son personnage pour Raphaël Quenard. Dupieux travaille comme ça, il écrit ses personnages en pensant à des acteurs. Et donc il va aller chercher leur tournure de phrase. Quand il avait fait Réalité, il avait écrit le rôle d'Alain Chabat pour Alain Chabat, tu sais. Et du coup, j'ai bien aimé ce film. Je l'ai trouvé chouette. J'ai passé un bon moment. Ok. Les Trois Fantastiques, est-ce qu'il est toujours au cinéma en ce moment ? Moi j'y étais la semaine dernière. Après je sais pas s'il sera encore peut-être dans les plus gros cinémas. Nous, dans nos petits cinémas, sachant qu'en plus je vais monter le podcast, ça va se mettre, il sera plus en salle. Ce sera peut-être terminé. À voir en VOD. Voilà. Nice. Quelle est ta carte blanche à toi ? Moi, ça va peut-être être un petit peu plus long. Alors, moi, quand je découvre un film, il y a parfois des échanges de regards entre des personnages qui, chez moi, font l'effet d'une bombe. Je me souviens des larmes que j'ai versées devant le dernier eye contact entre Mia et Sébastien à la fin de La La Land, au Jazz Club. Ou encore Gaspard Ulliel et Marion Cotillard dans Juste la fin du monde, ce long chant contre chant au maximum étiré par l'ami Xavier Dolan, quand ils sont assis côte à côte sur le canapé au milieu de tous les nœuds familiaux qui les étouffent, ou encore dans le film Sur la route de Madison, qui se conclut par cette scène vraiment poignante entre Clint Eastwood et Meryl Streep. Elle est dans sa voiture, elle attend son mari, dehors il pleut des cordes, de l'autre côté de la route elle aperçoit son amant, Clint Eastwood, qui l'observe, il est trempé, pas elle. Elle espère qu'ils viennent la chercher. Le temps s'arrête. Chant contre chant. Cascade lacrymale. Bon, j'aurais pu parler de la fin de Fast and Furious 7, quand Paul Walker et Vin Diesel se lâchent un sourire au volant de leurs voitures respectives avant que leurs routes se séparent, mais c'est assez pour l'instant, tu vois l'idée. Dans toutes les scènes, il y a peu de mots, voire pas de dialogue. Je crois pas qu'il y en ait besoin. C'est une des forces du cinéma. Grâce au montage, au gros plan, on isole les regards, on fait le lien entre 2 visages qui s'observent, et on voit les émotions qui les traversent. La plupart du temps, ça a pour but de nous faire pleurer. La scène dont je veux te parler aujourd'hui m'a fait un bien fou. Donc, on est en février 2023, et en bon libraire, ma copine et moi, nous allons voir Le Plongeur au cinéma. Il s'agit d'un film québécois réalisé par Francis Leclerc, adapté du roman du même nom écrit par Stéphane Larue.
Pour faire vite, l'histoire relate les déboires d'Henri Picard, un jeune graphiste fan de métal qui quitte Longueuil pour aller étudier à Montréal. On est en 2002 et notre héros rapidement devient accro aux machines à sous qui pullulent dans les bars de la ville et un peu partout au Québec. Rapidement en rate de thunes, il accepte un poste de plongeur dans un restaurant. Henri, c'est le gars sociable qui fait chier personne et qui fait bien son taf. À chacun de ses shifts, il se pose devant son poste de travail, il met du gros métal dans le lecteur à côté de lui et s'active en nettoyant les ustensiles toute la soirée, face au mur. Tout autour de lui, c'est un vrai microcosme bien énervé qui s'active pour que le service à l'étage soit des plus qualitatifs. Un soir, ça merde. Le ballon d'eau chaude tombe en panne, donc Henri peut plus faire la plonge correctement. L'événement amène une tension dans la cuisine qui se trouve au sous-sol du resto. La manager appelle en vain des sociétés de plombiers, les cuisiniers s'énervent et Henri est obligé de faire chauffer des grosses marmites d'eau qu'il verse dans l'évier pour continuer son travail. Il faut savoir qu'en plus de ça, l'un des commis a mal fini la mise en place, comme ils disent, c'est-à-dire sortir des produits de la chambre froide, tout laver et tout préparer pour que les cuisiniers se servent au fil du service. À un moment, on demande des épinards supplémentaires. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et Henri quitte son poste de travail pour se rendre compte qu'en fait, les épinards n'ont pas été préparés. Il grogne contre le commis qui s'est barré et prend l'initiative de préparer les épinards. Une cuisinière le retrouve en train d'essorer, et elle l'engueule parce que les épinards devraient être prêts. Genre, mais c'est la catastrophe, tu fais n'importe quoi. Dans la séquence, après avoir fini la mise en place, il retourne à la plonge. Et après, le film se retrouve alors à l'étage et le personnel y fait de bonnes figures. Avec des grands sourires, on sert du vin, on demande si tout se passe bien aux clients, on sait qu'en bas, dans les cuisines, c'est la crise, mais on fait semblant que tout est sous contrôle. Et là, on replonge en cuisine. Une musique métal démarre avec une batterie double pédale, la scène se déroule en slow motion. Il y a un intrus qui arrive. Et Henri l'aperçoit en jetant un coup d'œil derrière son épaule. L'intrus, c'est un type avec une combinaison de travail, ses outils sont accrochés à sa ceinture, son visage arbore une super moustache bien rétro, il a un cigare à moitié consumé au coin des lèvres et une cagoule qui lui donne l'aspect d'un plongeur sous-marin. C'est très spécial. Ce type-là, c'est un plombier. Il se dirige tranquillement vers le chauffe-eau. Il met les mains dans le cambouis et répare le ballon d'eau chaude sans difficulté. Et en moins de 2. Et il repart, plein d'assurance. Avant qu'il sorte de la cuisine, Henri et lui échangent ce fameux regard dont je voulais parler. Il se sourit et l'autre lui fait un salut militaire, le plombier. Malgré le silence qu'il y a entre ces deux personnes, j'ai vu du « ne me remercie pas, j'ai fait ce qu'il fallait, ça va bien aller maintenant ». Après ça, la tension s'évapore et tout le monde souffle. Elle est très étrange, cette scène. Quand je l'ai vue la première fois, je l'ai adorée même si j'étais pas sûr de l'avoir bien comprise. Quand on y pense, elle n'apporte pas grand-chose au scénario. Elle aurait pu être coupée que ça n'aurait pas changé l'histoire. C'est un moment hors du temps avec l'apparition d'un personnage qui semble tout droit sorti d'un rêve ou même d'un autre film. C'est presque du fantastique. D'ailleurs, personne ne semble le voir à part Henri. Après réflexion, évidemment qu'on se trouve face à un jeu autour de la sémantique du plongeur. Pour moi, le film est construit comme un plongeon. D'abord, le plongeon d'Henri dans l'addiction, le plongeon dans un de ses métiers les plus bas de l'échelle sociale. C'est pas anodin que la cuisine soit en dessous du restaurant et qu'Henri soit dans un coin le plus isolé de la cuisine quand il travaille. Et enfin, il y a cette scène où le plombier s'enfonce délibérément dans l'enfer du monde de la restauration pour devenir la seule personne à venir en aide au héros ce soir-là, en réparant le chauffe-eau. Dans Bruce Tout-Puissant, Dieu ressemble à Morgan Freeman. Je suis pas croyant, mais si je devais croire en Dieu, je l'incarnerais en plombier, plongeur comme dans ce film, qui dans des moments de galère vient réparer le chauffe-eau de ta vie avec le smile, l'air de dire « t'inquiète, tout va bien l'ami », avant de repartir vaquer à d'autres occupations. Ce qui m'amène à cette question, dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours, est-ce que toi, Mathilde, tu as déjà vécu quelque chose de similaire avec quelqu'un ? Tu vois, cet élan de solidarité là, ce truc qui dit « il y a une personne qui va venir t'aider, puis ça va bien aller », malgré le fait que tout chie à côté. Oui, j'en ai certainement eu plein. Le premier qui me vient en tête, c'est que je viens de changer d'appartement. Ok. Je reçois les clés de ma nouvelle proprio, et en fait, je pars au travail avec mes clés du nouvel appartement, et je reçois un appel de l'eau qui me dit « ça y est, on a rallumé l'eau ». Et du coup, je dis à ma mère « bon bah maman, c'est bon, ils ont remis l'eau dans le nouvel appartement, voilà ». Et elle me dit « bah t'as vérifié si tous les robinets étaient éteints ?» Je dis « ben non, mais y a pas de raison qu'ils soient ouverts ». « Ah quand même, je vais aller vérifier ». Elle fait le trajet exprès à mon travail pour récupérer mes clés et aller vérifier dans mon nouvel appartement. Et je lui dis, bah t'as qu'à mettre dans la boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres en haut à droite du gros box de boîte aux lettres. Voilà, je lui dis, tu verras, il y a mon nom dessus, voilà, tu mets dans celle-là. Je rentre le soir, bon bah je te le mets dans le mille, pas de clé dans la boîte aux lettres. Donc j'appelle maman en lui disant, j'ai pas de clé. Elle me dit, bah si. Je dis, bah non.
bah si, bah non vraiment y a rien. Et elle était sûre d'avoir mis dedans, donc elle vient en me disant mais si je suis sûre, j'ai mis dans celle-là, je me suis même coincé le doigt, enfin bref. On finit par faire le tour de tout le voisinage, enfin de la copropriété, en demandant à tout le monde excusez-moi, vous avez pas reçu un colis aujourd'hui ou reçu du courrier, vous avez pas trouvé des clés dans votre boîte aux lettres. Tous les voisins n'ont rien. Il y en a un qui finit par me dire bah moi je peux peut-être ouvrir, j'ai un pass qui normalement ouvre toutes les boîtes aux lettres. Et en fait, même moment, j'ai un autre voisin à qui j'étais allée demander et qui m'avait dit non, j'avais rien dans ma boîte aux lettres ce soir, qui ressort en me disant bah moi je suis livreur, j'ai aussi un pass, on peut voir si ça fonctionne sur nos boîtes aux lettres à nous. Et en fait, on est descendu, le gars qui avait le pass, le gars de la copropriété qui avait le pass, ça fonctionnait pas, mais mon voisin livreur, ça fonctionnait. Donc en fait, il m'a sauvée parce que mes clés se trouvaient dans la boîte aux lettres en dessous. En fait, on pense que il y a un livreur effectivement qui est passé, qui a ouvert le bloc. On pense que les clés étaient accrochées à un truc dans ma boîte aux lettres. Elles sont tombées. Et ne sachant pas où les mettre, il les a mises dans la boîte aux lettres des seuls voisins qui répondaient pas à la porte. Ah, damn. Voilà. Donc j'ai un peu eu ce truc de mon voisin m'a sauvé avec son pass, quoi. Nice. Ça faisait 10 jours que j'avais l'appartement, je me voyais mal dire à ma propriétaire tout de suite j'ai perdu les clés. Oui, bah oui, je comprends. Bah oui. Ouais. Beau moment de solidarité. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. C'est ce qui me vient en premier. Bon, bah nice. T'as déjà eu, toi? Ouais, bah oui, j'en ai déjà eu. Mais d'ailleurs, une un peu pareille. J'ai eu un contrat un jour, pendant un été, où j'allais faire des ateliers fond vert dans des projections cinéma plein air. Les projections cinéma plein air, tu vas dans un village, tu projettes un film, mais avant ça, il y avait des ateliers pour les enfants. Donc moi, j'étais pas projectionniste, mais j'étais celui qui faisait les ateliers. Donc en fait, je travaillais au début, et après, ça servait plus à rien que je reste, puisque le film était diffusé, puis après, il démontait tout, et puis il rentrait. Et je sais qu'on était descendu dans le sud avec l'équipe avec laquelle je travaillais. On avait des voitures de fonction, c'était pas nos voitures à nous. J'ai fait mon atelier fond vert à 3 heures de Lyon, quoi. J'ai fait l'atelier, et quand l'atelier s'est fini, ils ont lancé le film. Et là, moi, j'ai dû repartir pour aller déposer la voiture donc au local où les gens travaillaient, et poser les clés dans la boîte aux lettres, dans la boîte aux lettres de la boîte. C'est ça, il est 2h du matin quand j'arrive à Lyon. Je sors de la voiture, je prends les clés, tac, je vais les mettre dans la boîte aux lettres, et je me rends compte que j'ai laissé ma sacoche, mes clés de mes voitures, ma veste, mon sac à dos, tout dans la voiture de fonction que j'ai fermée à clé et que les clés j'ai mis dans la boîte aux lettres. Donc là, grosse frayeur, je me dis, faut que j'attende encore jusqu'à 5h du matin pour que les gens qui étaient là-bas reviennent et puissent ouvrir la boîte aux lettres pour que je puisse récupérer les clés, ouvrir la voiture et sortir mes affaires pour pouvoir partir. Donc là, il y a eu un moment de flottement. Je vais être SDF pendant quelques heures. C'est ça. Je me retrouvais devant la boîte aux lettres, qui était une boîte aux lettres pas comme tu connais là, mais genre une ouverture assez grosse en haut, et la boîte aux lettres a pas beaucoup de fond. Donc j'essayais de passer les doigts comme ça à l'intérieur pour essayer de récupérer les clés, mais ça marchait pas. Puis là, il y a un monsieur qui vient, puis qui se demande ce qui se passe, parce que tu sais, j'étais pas du tout suspect là, et à essayer de fouiller dans des boîtes aux lettres sans clé là. Ouais. Et le gars, je lui explique un peu la situation, et il a vite compris, et il est revenu avec un cintre. Et il m'a sorti les clés. Voilà. Wow. Et gros big up à lui, j'ai pu rentrer. Comme quoi, les clés dans les boîtes aux lettres, faut réfléchir à deux fois. Délire, hein. C'est un lieu de rencontre, quoi. Après, j'ai été un peu con là à ce moment-là. De laisser toutes mes affaires dans la voiture, fermer la voiture sans me rendre compte de quoi que ce soit, puis jeter les clés dans la boîte aux lettres avant de me dire mais mes affaires, elles sont encore dans la voiture. Grand moment. Bon. On finit sur ces belles paroles. On a pas mal paroles. enregistré. Et c'est ainsi que se termine le 2e épisode de Bip Zip Trip. Si toutefois l'un ou l'une d'entre vous nous écoute, on espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Où que vous soyez, n'oubliez pas de garder vos émetteurs-récepteurs en bon état pour que la communication ne soit jamais brouillée. Si vous souhaitez partager quelque chose, n'importe quoi, vous pouvez nous laisser un commentaire sur vos plateformes préférées ou nous envoyer un courriel à bipziptrip@gmail.com. Ou un petit DM sur Insta. Ou un petit DM sur Insta, ouais, on en parlera avec grand plaisir lors du prochain épisode. Que les tempêtes ne soient pas trop intenses et que les vagues n'ébranlent pas trop la structure de votre phare. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Ouais, avec un beau micro. Oui, c'est ça, avec un nouveau micro pour Mathilde. C'est parfait. Oui.